Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce 10e séminaire qui s'inscrit dans le cadre donc d'un planning de séminaire qui a démarré en avril et qui se termine à la fin du mois. Et donc aujourd'hui qui est consacré au passage de Windows 7 à Windows 10 et en particulier les avantages, l'intérêt de passer à Windows 10 et comment ce qui va changer dans le cadre notamment des évolutions concernant les process de migration et de mise à jour vers ce nouvel OS. Alors, je suis Emmanuel Jimenez, je suis business manager chez Neos SDI. Le séminaire sera principalement animé par Florent Martial, qui est à côté de moi, qui est consultant infrastructure chez Neos. Bonjour à tous. Juste quelques mots, quelques rappels sur l'activité de Neos. Donc, Neos est une société Google partenaire Microsoft, fait partie des 10 premiers partenaires dans le monde, présent sur toute la plateforme Microsoft, spécialisé donc dans l'intégration de ces technologies au sein des entreprises. Une société qui est présente quasi nationalement, avec un siège à Paris et différentes agences à Dijon, Lyon, Strasbourg et Toulouse, dont nous vous parlons actuellement, qui a réalisé en 2014 un peu plus de 16 millions de chiffre d'affaires et qui est une société qui est totalement indépendante, qui a été créée en 2001. Alors, ce partenariat avec Microsoft se traduit par des domaines de compétences qui sont mis à jour régulièrement. C'est un processus dynamique qui évolue tout au long de l'année. On peut gagner de nouveaux domaines et en perdre également. Tout ceci est dépendant de deux choses, principalement. D'une part, la formation et la certification des collaborateurs, et également, et c'est même le plus important, les témoignages clients, donc les témoignages que font nos clients à travers les projets que nous avons menés et pour lesquels ils ont apporté à Microsoft le témoignage de leur satisfaction. Voilà. Donc ces éléments permettent d'engranger, si on peut dire, des points qui permettent de maintenir et même de faire évoluer nos différents domaines de compétences. Alors, je disais que Neos était présent sur tous les environnements, toute la plateforme Microsoft. Donc, je vais pas passer tout en revue. Je pense que vous connaissez très bien la plateforme. Ce qu'il faut simplement noter, c'est qu'on a une couverture vraiment à 360 sur toutes ces technos, y compris les activités STRM, ERP ou project qui peuvent être considérées comme un peu plus marginales, mais on a également des équipes qui interviennent sur ces sujets. On est bon On est bon. pour Neos? Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent séminaire et je passe la parole à Florent. Bonjour à tous. Donc le but de ce séminaire, c'est de faire un point donc sur ce que va apporter Windows 10, l'intérêt de passer à Windows 10 également, et éventuellement répondre à vos interrogations sur toutes les nouveautés que Windows 10 va apporter. Donc, comme Microsoft l'a présenté dernièrement et dans toutes ses conférences sur Windows 10, Euh, le but recherché qui avait déjà commencé à travers Windows 8 et Windows 8.1, c'est vraiment de réunir tous les écosystèmes Microsoft sur toutes les plateformes au sein d'une même entité. Donc là, dans ce cas-là, c'est Windows 10. Donc pour la partie grand public, ça va se passer à travers la Xbox One, mais c'est pas le sujet du tout. Niveau OS poste de travail, tablette, c'est Windows 8.1 qui va évoluer vers du Windows 10. Sur Windows Phone également, ça va s'appeler Windows 10, c'est pas Windows Phone 10. Le but c'est vraiment d'avoir un environnement unifié qui se déroule aussi bien sur des périphériques extrêmement mobiles que sur des postes de travail pour avoir une expérience identique pour l'utilisateur partout où il se trouve. Et la petite nouveauté aussi, c'est ce qu'ils appelaient avant le Windows on Device. Donc pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'est Windows 10 IoT, donc c'est pour Internet of Things, donc l'Internet des objets. On a un premier exemple avec tout ce qui est Raspberry Pi 2 qui vont supporter un Windows 10, un Windows 10
un Windows 10 permettant d'exécuter des applications qui restent toujours sur la même interface. Alors, donc les changements les plus visibles pour vos utilisateurs et pour vous, ça sera sur la partie interface graphique. Donc, je vais tenter de vous faire une démo. C'est un peu risqué. Je redoute l'effet démo. Donc là, on est sur un Windows 10 virtualisé sur mon poste de travail. Donc la toute dernière version. Il faut savoir que pour ceux qui veulent l'essayer, il y a un ISO disponible sur le site de Microsoft. Cette dernière build n'est pas disponible en ISO, donc il faut installer la version disponible sur le site et après faire les dernières mises à jour. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça permettra d'avoir d'être vraiment à jour au sein de la plateforme. Alors, donc, première remarque a été écoutée par Microsoft par rapport à Windows 8.1, le fameux retour du menu démarrer. Donc, pour vos utilisateurs, alors il a certes complètement évolué, mais là on peut voir par exemple toutes les applications, le bouton que très peu d'utilisateurs se servent, il faut le dire. Et ici, les applications les plus utilisées récemment. On peut également épingler des applications comme ce qui se faisait avant. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est la partie de droite qui reprend légèrement l'interface du start screen pardon, de Windows 8. Donc avec le système de tuiles mis à jour dynamiquement. Là, vous ne voyez pas les petites animations, les mises à jour dynamiques vu qu'on est dans une session RDP et que je ne peux pas configurer. Donc avec ce système également de groupe d'applications qu'on retrouve donc sur le Start Screen. Donc là, on voit bien essayer des applications type métro. Alors, les applications, ce qu'on appelait les applications métro, ce qui s'appelle maintenant les applications modernes, pour Modern UI, ont également évolué. Donc, on va prendre l'exemple d'application météo développée par Microsoft. Elle s'affiche en mode fenêtré. Donc ça, c'est un des gros changements aussi par rapport à cela. Donc c'est ce qu'on pouvait reprocher également avant, c'est-à-dire qu'on avait des applications qui ne se lançaient que dans un mode plein écran ou écran splitté, mais pas en interaction directe avec le bureau. Donc là, on voit vraiment que qu'on peut exécuter aussi bien un explorateur de fichiers qu'une application métro. On garde également la même ergonomie. Alors, on va lancer quelques actions. Voilà. Et également alors, ce qui s'appelle le Smart Snap. Alors, en français, je n'ai pas l'équivalent pour l'instant. Il reprend le système. Le système de division d'écran d'avant. Donc, on pouvait déjà le faire depuis un bon moment, c'est-à-dire épingler une application, elle se redimensionne sur un côté de l'écran, qui permettait de travailler sur plusieurs applications simultanées. Et là, ça a été optimisé, c'est-à-dire que Windows a détecté que vous épinglez sur le côté et vous proposez les applications ouvertes pour redimensionner également. Donc, ça, c'est un gain de temps et de productivité pour vos utilisateurs. Également, donc, ce bouton, le Task View, donc, qui vous permet d'afficher aussi toutes toutes vos, pardon, vos fenêtres de lancement applicatif. Je vais rebondir là-dessus pour vous présenter également une grosse nouveauté pour vos utilisateurs et qui était attendue qui est par exemple l'utilisateur de iOS ou Mac ou Linux, etc. La possibilité d'avoir plusieurs bureaux virtuels. Donc là, très simple, il suffit de glisser une application vers le bouton New Desktop et elle est épinglée. Donc là, ça vous permet d'avoir un bureau, par exemple, pour vos outils graphiques, si vous faites du graphisme, un bureau pour toute la partie Excel, etc. Et de manière tout à fait simple, pouvoir également bouger d'un bureau à un autre, en supprimer un de façon complètement ergonomique. Donc ça,
En tout cas, de mon point de vue, ça peut être un gain de productivité pour ceux qui vont s'en servir assez considérable. On parlait de l'utilisation, que ce soit sur tablette ou sur PC. Ils ont aussi pensé au scénario hybride, type tablette Surface, par exemple, Surface Pro, euh, ou, euh, enfin, n'importe quel type de PC hybride. Donc, on a le mode Continuum, qui s'appelle le mode Continuum. Donc, hop, là, imaginons, on est sur un desktop, en mode desktop sur une Surface Pro ou une tablette hybride. On débranche le clavier et il va nous afficher une pop-up. Alors là, vu que ce n'est pas une Surface Pro, je le déclenche à la main. Donc, ils appellent le tablet mode. Et là, en fait, on se retrouve sur un mode tablette, donc avec une seule application. Il n'y a plus de menu démarrer, les boutons de recherche sont là, toutes vos applications, et on revient sur le start screen qu'on retrouvait déjà sur Windows 8.1. Là, je vais passer dessus pour vous le montrer. Le défilement a changé, il est vertical au lieu d'horizontal, point de détail. Et là, on retrouve aussi également toutes les applications les plus utilisées, etc. Donc, c'est vraiment pour optimiser selon votre cas d'usage. Exemple, un utilisateur qui utilise la Surface Pro, il arrive au bureau, hop, il a son bureau avec toutes ses fenêtres, etc., son deuxième écran, et quand il déconnecte la Surface Pro d'un clavier ou autre, on lui propose de basculer en mode tablette. C'est pas imposé. L'utilisateur a le choix. Donc là également, c'est pour permettre les nouveaux cas d'usage. Également, comme vous avez pu le voir, le nouveau panneau de notification, très pratique qu'on retrouve déjà sur tout ce qui est OS mobile. Donc avec des raccourcis, on peut paramétrer également pour tous les paramètres, VPN, etc. Là, c'est pour ceux qui se demandent ce que c'est le bouton Connect, c'est pour Miracast. Ceux qui ne connaissent pas, c'est l'affichage des portées de l'écran, donc sur des périphériques compatibles. Par exemple, si vous avez une télé dans une salle de réunion équipée soit d'un d'ongle Miracast, soit nativement dans la télé. Ça commence à se développer de plus en plus. Faites cliquer sur Connect et vous pourrez partager votre écran directement. Donc voilà pour le tour d'horizon sur Windows 10, la nouvelle interface graphique pour l'instant. Il y a énormément de choses à voir. Alors, la navigation sur Internet a également évolué. Alors, il faut savoir que Windows 10 sera, vous vous en doutez, livré avec Internet Explorer 11. Le même, toujours à jour, toujours très sécurisé, un navigateur fiable, et également rétrocompatible avec toutes vos applications web, soit développées en interne ou pas d'ailleurs, avec des possibilités de rétrocompatibilité via l'entreprise mode. Donc, pas le sujet du jour, mais pour ceux qui ont un projet ou qui ont déjà migré sur Internet Explorer 11, ils doivent connaître. Ça permet d'exécuter des applications qui seraient seulement compatibles avec IE 8, IE 6 à travers Ion. Autre nouveauté, Microsoft Edge, alors qui s'appelait avant Spartan, selon les builds de la technical preview de Windows 10, ça s'appelle toujours Spartan. Donc ça va s'appeler Microsoft Edge. Si le nom ne change pas d'ici là, mais normalement non. Donc c'est un nouveau navigateur complètement épuré par rapport à IE. Donc le but c'est vraiment de mettre le contenu en premier plan. Possibilité d'annoter des pages web avec un clavier, un stylet, etc. Il est également disponible sur Windows 10 pour smartphone. Windows Phone 10, on peut l'appeler, mais c'est que ça sera pas le vrai nom. Donc, on aura vraiment la même expérience utilisateur, que ce soit sur téléphone, smartphone, tablette ou sur desktop. L'intégration également de Cortana, je reviendrai plus légèrement après pour accélérer les recherches. Là, le but ici, Windows 10 sera livré avec les deux. Je pense à ceux qui, en entreprise, peuvent déployer un Internet Explorer plus un navigateur tiers pour X ou Y raison de compatibilité applicative ou autre.
Là, vous n'aurez plus à le faire. Euh, Vous pourrez tout à fait, donc Ion sera livré avec l'OS et Microsoft Edge aussi. Donc libre à vous de entre guillemets enlever le navigateur alternatif pour proposer aux utilisateurs de rester sur une solution intégrée à l'OS qui sera Microsoft Edge. Alors, si ça marche, je peux vous donner un petit aperçu de Microsoft Edge. Voilà. Là, je suis sur la dernière ligne, il s'appelle encore Projet Spartan. Je pense que le nom va changer un peu. Donc là, vous voyez, par rapport à un Internet Explorer classique, le contenu est vraiment complètement épuré, très très lisible. Oups. Hop. J'espère que le partage n'a pas été. L'ordinateur clignote un peu. Hop. Donc donc vous voyez des fonctionnalités. On a d'écrire des notes manuscrites sur, un- sur une page web, synchronisée avec OneNote. Voilà, ça vous permet vraiment d'optimiser la navigation du poste de travail. Alors, hop, là, c'était pour Spartan. Juste un œil. Je regarde. Hop, juste 2 petites secondes. Donc voilà, donc j'avais un petit peu peur que ma presse ait sauté. Alors, donc voilà, donc là vraiment le but c'est de proposer deux navigateurs pour deux usages complètement différents, on est d'accord. Internet Explorer 11, voilà pour ceux qui ont déjà migré sur Internet Explorer 11. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, avant de migrer à Windows 10, Microsoft comme moi d'ailleurs, on vous recommande de lancer un projet de migration vers IE11. Ça vous facilitera grandement la tâche de migration à Windows 10. Surtout au niveau de la compatibilité applicative, si vous avez des applications développées en interne, que vous avez peur d'un problème de compatibilité, vous ne chargez pas avec un projet de migration Windows 10 plus IE11, et c'est mieux quand même de séparer les projets, d'abord migrer à IE11, une fois que tout le monde tout est compatible, etc., et que vous êtes sûr du navigateur, vous pouvez migrer à Windows 10 sans problème. Alors, Cortana. Donc là, je vais passer rapidement dessus, étant donné que c'est, selon moi, réservé quand même à plus à des fonctionnalités grand public. Après, c'est toujours bon à prendre. Elle peut faire de la reconnaissance vocale. Elle est également disponible sur smartphone. Ce sera la même Cortana, qui donnera les mêmes résultats en principe. Faut savoir que c'est pas juste de la reconnaissance vocale, c'est vraiment une assistante virtuelle. Donc elle peut, selon ce que vous paramétrez, bien sûr, et à vous de choisir, euh, donner des informations, par exemple, vous rappeler des rendez-vous, la météo, les trajets en voiture, par exemple, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, si elle peut accéder, si vous lui donnez le droit d'accéder à votre calendrier, il y a une adresse de noter dans votre rendez-vous, elle va vous dire, bah, il est temps de partir, étant donné qu'il y a de la circulation sur le périphérique. Donc, notamment, aux Parisiens, même si les Toulousains sont aussi concernés. Donc voilà, donc là, c'est vraiment un assistant virtuel. Vous pouvez très bien vous en servir en mode clavier sans parler à votre ordinateur. Si vous êtes dans un open space, c'est toujours un peu dérangeant. Donc vous pouvez très bien saisir, je vous ferai pas de démonstration, mais vous pouvez l'essayer. Quelle est la taille de Brad Pitt? Elle va vous répondre directement. C'est un des exemples qui a été fourni par Microsoft. Également un système de notification. Donc vous pouvez lui demander de vous notifier quand vous arriverez à la maison, de ne pas oublier d'envoyer un mail à telle personne. Et ça sera également synchronisé sur votre smartphone Windows 10. Donc, sur des scénarios à forte mobilité, ça peut être très pratique. Passons à la sécurité. Alors, il y a eu vraiment de très très gros efforts qui ont été faits dessus, bien que Windows 8.1 était très sécurisé. Là, le but était vraiment de répondre à des scénarios qui se développent de plus en plus.
même si en tant qu'IT, on veut pas toujours se l'avouer, c'est-à-dire que ce soit les utilisateurs pro qui ramènent leur poste à la maison, le poste de la maison qui se sert pour accéder aux ressources de l'entreprise, etc. Donc tous les scénarios de Bring Your Own Device. On a même, j'ai entendu récemment dans une conférence, le Bring Your Own Cloud, c'est-à-dire que si une entreprise ne répond pas à un besoin type, on va dire, OneDrive for Business, l'utilisateur peut, selon une petite entreprise, mais certains vont essayer d'utiliser leur Dropbox, etc., avec toutes les problématiques qu'on y connaît, la confidentialité et autres. Donc là, le but, c'est vraiment de répondre à tous les besoins utilisateurs et de sécuriser surtout les données de l'entreprise. Hop, alors, euh, sur la sécurité, que je reprenne ma slide, le PowerPoint qui m'a affiché. Donc, vraiment, la segmentation entre données d'entreprise et données personnelles sur l'appareil. Vous pouvez mettre en place des politiques qui vont, imaginons, vous déployer Office. Donc, sur vos postes de travail, même les postes, de travail type laptop, pardon. L'utilisateur va utiliser Office pour ouvrir un document confidentiel de votre entreprise. Jusque-là, pas de souci, vous l'avez autorisé, aucun souci. Si, admettons, un scénario, un type d'exemple, l'utilisateur veut utiliser Notepad. Notepad, pour X ou Y raison, vous lui faites pas confiance. C'est une application bloquée, ou par défaut, vous pouvez bloquer toutes les applications qui ne sont pas trustées. Dans ce cas-là, Notepad n'arrivera pas à ouvrir ces documents en question, les documents de l'entreprise. Là, c'est un scénario qu'on retrouve dans différentes solutions. Ce que Microsoft va pouvoir apporter, déjà, c'est que c'est native à l'OS. Et en plus, il y a également la possibilité de, imaginons, on ouvre un document Word hautement confidentiel, on ouvre la page, on veut faire un copier-coller dans Notepad ou dans XY, éditeur de texte non trusté. Ça sera pas possible. Parce qu'on va détecter que c'est une appli non trustée et une fuite potentielle d'informations. Donc ça, on peut soit le bloquer ou évidemment l'auditer. Si vous voulez pas restreindre vos utilisateurs, mais vous voulez quand même être au courant de ce que les utilisateurs font avec les informations confidentielles de l'entreprise, il n'y a aucun souci. Donc là, on a vraiment une segmentation pro-perso de l'entreprise. Pareil, toutes ces applications-là vont être cryptées. Donc que ce soit les logiciels déployés par l'entreprise, les données accessibles taguées comme données d'entreprise, tout ça, ça va être crypté. Donc même si l'utilisateur perd son ordinateur ou autre, les données sont sécurisées. Et en plus, vous avez la possibilité de révoquer les clés de sécurité. On va pas faire dans le technique. Et donc l'utilisateur ne pourra jamais plus décrypter les informations si par exemple un utilisateur, pour X ou Y raison, s'en va de l'entreprise avec son ordinateur du travail, vous pouvez immédiatement révoquer ces autorisations et donc toutes les données confidentielles seront illisibles par qui. On a une nouveauté, je vais pas m'étendre dessus, qui s'appelle Host Guardian, qui permet de... Alors, c'est un peu technique et j'ai pas exactement toutes les informations dessus. Mettre les différentes sessions utilisateurs dans des conteneurs virtualisés. C'est un peu flou pour certains, je pense. Ça permet de sécuriser hautement les sessions utilisateurs pour éviter des attaques dont on a entendu parler récemment, les attaques de type passe de hash. Donc qui consiste à accéder à une session utilisateur, à récupérer les mots de passe des autres sessions utilisateurs qui sont présents sur le poste et récupérer ainsi des mots de passe sensibles de l'IT, notamment ce qui s'est fait sur des très grandes sociétés françaises il n'y a pas longtemps. Donc ceci, maintenant, normalement, devrait être du passé et sont mis en place par les entreprises. Alors, donc voilà, expérience identique. Oui, faut savoir aussi que toutes ces nouveautés en termes de sécurité, notamment le cloisonnement, le cryptage, etc., euh, sont répercutées sur Windows 10 pour smartphone. Pardon. Donc voilà, c'est pour garantir aussi, comme on vous l'a dit, c'est Windows 10
pour téléphone et sur desktop, c'est les mêmes, en principe. Alors, donc des nouveautés que certains ont pu voir en vidéo également, Windows Hello. Donc c'est des nouvelles méthodes d'authentification pour se loguer sur une solution Windows. Donc, mis à part le classique mot de passe, enfin, qu'on appelle le code PIN, qui n'est pas un code à 4 chiffres, comme certains peuvent le croire. Donc là, ça va être pris en compte donc tout ce qui est biométrique, parce que ça existe déjà, lecture de l'iris et reconnaissance faciale. Alors, il faut savoir, j'ai demandé plus d'informations. Pour la reconnaissance faciale, une simple webcam ne fonctionnera pas. Ce sera pour des nouveaux équipements qui seront certifiés pour Windows Hello. Donc, c'est des caméras qui utilisent de l'infrarouge notamment, pour éviter tout simplement que de montrer juste une photo de quelqu'un à un ordinateur, ça fonctionne. Donc là, non, ça ne fonctionnera pas. Il sera normalement impossible d'usurper l'identité de quelqu'un à partir d'une photo. Un smartphone, pareil. Il y a plein de démos sur Internet si vous voulez voir qui ont été diffusés. Là, non, ça sera pas reconnu comme tel. Et ça sera pas bon. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul équipement qui est sorti par Logitech qui ressemble à une webcam Kinect, donc assez imposant. Mais c'est en train les constructeurs sont en train de l'intégrer progressivement donc à tout ce qui est laptop. Donc vu que c'est un matériel nouveau, ça va mettre pardon, un peu de temps à arriver sur le marché. Et il faut savoir aussi que Microsoft a imposé une certification pour ce matériel-là, dont le taux de faux positif, donc c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui se met devant votre ordinateur serait logué, donc inférieur à 1 pour 100 000. Donc ça, c'est une spécificité imposée par Microsoft qui assure vraiment un équipement fiable. Microsoft Passport, alors j'ai simplifié sur ma slide en disant c'est un SSO multiservice. Par exemple, juste en reconnaissant votre visage avec ce type d'équipement ou même avec le code PIN, vous pourrez déverrouiller l'authentification à travers plein, pour pas dire tout, la plupart de vos applications métiers. Vraiment pas besoin de réidentifier sur Office 365, sur du SAP, etc. Tout ça, ça va être mis en place. Donc, à partir d'un seul déverrouillage, vous aurez accès à plein d'applications. On a vu des démos sur, par exemple, vous pouvez même vous connecter tout seul à votre site Air France sans avoir besoin de retenir votre mot de passe. Donc là, pour le coup, c'est ultra sécurisé, pas de souci à se faire là-dessus. Et tout le monde, vous pouvez ajouter la plupart des applications métiers, des sites web, que ce soit des applis web ou pas. Et c'est une nouveauté qui sera également disponible au grand public. Et bien sûr, pour les cas de scénario hybride pro-perso sur le même poste, la possibilité de mettre, entre guillemets, deux Microsoft Passport. Un pour les services perso, c'est l'utilisateur qui gère son truc dans son coin, si on peut dire comme ça, et qui ne se pose pas de questions et qui n'impacte pas du tout vos données d'entreprise. Et un autre pour vos applications métiers qui sera beaucoup plus sécurisé où vous pourrez imposer vos normes, etc. Le déploiement. Alors, question que beaucoup d'entre vous posent, la compatibilité des applications et des appareils. Alors, les conditions requises pour les appareils restent inchangées. C'est-à-dire que si c'est compatible Windows 7, ça sera compatible Windows 10. Je vais peut-être m'avancer un peu, sur 95% des matériels. Les seuls matériels qui, en général, poseront problème, on a l'information, ça sera des Pentium D, par exemple, ou des vieux équipements ou des équipements grand public. Donc, ça ne concernera pas les entreprises. Alors, hop, voilà. Donc, forte compatibilité des applications pour poste de travail. Là, pareil, encore une fois, migrer de Windows 7 à Windows 10, n'ayez pas autant de peur que de XP vers Windows 7. La compatibilité sera très fortement
très fortement développé, donc il y aura beaucoup moins de soucis qu'avant. Et encore plus, si vous migrez de Windows 8.1 à Windows 10, là, le taux doit être, je pense, proche des 100%. Les applications du Windows Store sont compatibles, évidemment, donc toutes celles qui ont été développées, les applications modernes, il n'y aura aucun souci. Et donc, la chose que j'avais rappelé tout à l'heure, investissement dans Internet Explorer pour les entreprises, c'est une nécessité, je pense, de migrer vers vers Internet Explorer 11 avant de migrer vers Windows 10. Après, vous pouvez très bien faire fusionner les deux projets. Libre à vous de choisir. Les différentes options de déploiement. Alors là aussi, beaucoup de changements. Le classique wipe and install, donc on formate et on installe. C'est toujours possible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, le, et si vous avez, par exemple, mis en place des process très carrés qui marchent très très bien, vous êtes sûr de vous, vous pouvez tout à fait repasser par le même processus pour installer Windows 10 si votre industrialisation est très bonne. Donc là, pas de souci, ça ne change pas. Sur place, le in-place. Donc là, c'est tout ce qui est upgrade de Windows. Donc on peut diffuser Windows 10 à travers une mise à jour, donc gérée par WSUS, pardon. Donc comme une simple mise à jour. Là, dans ce cas-là, on laisse Windows gérer, il va mettre de côté les données, paramètres, les applis, etc. Il installe Windows 10 et il restaure tout. Euh, Ça, pour ceux qui sont frileux sur ce genre de solution, il y a beaucoup de gens qui sont passés par cette solution sur la preview. Ils n'ont pas eu de soucis. Microsoft m'a assuré qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts là-dessus, qu'ils sont à peu près, enfin, qui sont, pardon, pas de à peu près, on va l'enlever, qui sont très sûrs d'eux et que cette solution marche dans la plupart des cas. Mise en service, là, c'est dans le cas, par exemple, des nouveaux appareils. Imaginons, on achète pardon, pour un commercial son poste HS, il est très loin du siège ou d'une quelconque agence, il a besoin d'accéder aux données de l'entreprise très vite, restaurer son poste de travail, il va acheter un ordinateur quelconque à la Fnac de son coin, pour ne pas citer de marque. Il peut, au premier démarrage de l'OS, on va lui demander si son ordinateur il veut s'identifier avec un compte Microsoft de travail. Et dans ce cas-là, il va récupérer que vous lui aurez mis à disposition, donc des paquets, donc que ce soit les applications d'entreprise ou pas. Il va également transformer sa version de Windows, qui sera sûrement un Windows familial, en Windows entreprise. Supprimer, donc, comme je l'ai mis, les éléments inutiles, ajouter les applis, tout configurer, mettre d'équerre le poste, et seulement après, il pourra accéder aux données de l'entreprise. Donc, ça peut simplifier grandement et aussi proposer de nouveaux scénarios beaucoup plus rapides à mettre en place pour vous. Il faut savoir également, on insiste sur ce point côté Microsoft, vous avez entendu parler que la première année, la migration vers Windows 10 depuis Windows 7, 8, 8.1 serait gratuite la première année. Bon, c'est vrai. Et ça ne concerne pas seulement Windows familial, ça concerne également les éditions Pro. Donc pour tous ceux qui ont acheté une licence Windows 7, Windows 8, 8.1 en Pro récemment, ou moins récemment d'ailleurs, ils n'ont pas de souci à se faire, ils n'auront pas besoin de repayer quoi que ce soit ou une quelconque licence. Ils pourront mettre à jour leur OS gratuitement la première année. Donc voilà, pour préciser. Donc déploiement traditionnel, donc le wipe and install, donc un nouveau kit de déploiement, vous vous en doutez, qui prend en compte donc Windows 10 et toutes les versions jusqu'à Windows 7, une mise à jour pour ceux qui utilisent System Center 2012 pour reconnaître l'OS, c'est mieux. Donc Vient Cumulative Update ou encore plus. Donc pareil pour MDT 2013, il y aura une mise à jour de l'outil. Donc après, peu de changements, master à l'ancienne pour
connaissent. Donc la mise à niveau sur place, l'update Microsoft, ça utilise une image Windows 10 standard. Tout est conservé également, comme je l'ai précisé, il n'y a pas de souci à faire. Toujours BitLocker pleinement supporté, encore plus utilisé qu'avant dans l'OS. Euh, ça peut être développé aussi par WSUS, MDT, System Center, tous les outils que vous utilisez pour migrer à Windows 7 ou Windows 8 ou 8.1. Alors la mise en service, donc là c'est pour la transformation d'un appareil familial ou autre en périphérique dédié à votre entreprise. Donc avec une simple clé de licence, on pourra transformer un Windows familial en Windows entreprise ou un Windows Pro en Windows entreprise, installer les applis, la compte d'entreprise, etc. Tout ça avec votre MDM aussi. Il y aura une intégration parfaite. Alors que ce soit avec Windows Intune ou quelques éditeurs tiers également. Microsoft est nettement ouvert là-dessus. Mais intéressez-vous de près à Windows Intune comme MDM, donc pour management des devices mobiles. Donc, pour tout ce qui est gestion des périphériques, plateformes, mobilité, etc., il y a énormément de choses à voir là-dessus. Déclenchement automatique depuis le cloud ou une connexion au réseau de l'entreprise. Donc, éventuellement, oui, à travers le réseau de l'entreprise, ça marche aussi, pas forcément depuis le cloud quand un utilisateur est relié. Donc, on peut utiliser tout type de médias également pour diffuser le package de mise à jour, que ce soit un CD, une clé USB, en disant un email pour une distribution manuelle. Je pense que j'ai pas eu plus de précision, ça va passer par une URL. Pareil pour les codes NFC et un QR code. Donc, si vous voulez diffuser l'URL de déploiement de Windows, ça pourra passer par ça. Alors, quelques slides pour vous montrer un exemple type. L'utilisateur est sur Windows 7. On lui diffuse la mise à jour via Windows Update. Une fois que le processus de mise à niveau est lancé, installe Windows 10, donc qui s'appelle pas Preston, c'est une ancienne capture. Faut savoir que ça va s'installer une fois au prochain redémarrage. L'application des paramètres, scénario classique, et tada, Windows 10 est diffusé. Alors c'est une très vieille slide, ne prenez pas en compte le Windows 8 pour entreprise dans le coin. C'était une des premières builds, ça n'avait pas été corrigé. La gestion des mises à jour. Alors, il y a plusieurs branches de déploiement des mises à jour désormais. Donc, on a via Windows Update classique, donc la même solution pour le grand public. Vous avez 4 mois pour valider les mises à jour qui seront diffusées avec WSUS ou Windows Update, peu importe, ou le MDM par exemple. Donc là, c'est la branche entre guillemets grand public qui aura les dernières mises à jour un peu plus tôt. Donc, il y a un délai de 4 mois pour valider les mises à jour. Faut savoir, je l'ai pas mis dans la slide. Il y aura également une branche qui s'appellera Windows Update for Business. La Current Branch for Business, pardon. Là, on était dans la Current Branch. Le délai passera à 8 mois. Ça sera des mises à jour destinées aux entreprises. Donc, vous aurez 8 mois pour valider les mises à jour à travers WSUS, par exemple. Et on a encore une autre branche de mise à jour réservée à vos systèmes hautement critiques, par exemple, qui s'appelle la Long Term Service Branch, donc LTSB, qui publiera, pour schématiser, des versions majeures de l'OS tous les, on va dire, 2 ans, même si si ça va varier, qu'on n'a pas forcément avis dessus. Et donc, vous pourrez diffuser directement ces Long Term Service Branch à vos systèmes hautement critiques, avec un support de ces versions-là de 5 ans plus 5 ans. Petite subtilité, cette long term service branch, donc cette partie de cette branche de mise à jour, est réservée par contre à ceux qui ont la software assurance. L'administration. Alors, hop. Voilà, un peu mangé par ma barre. Le Cloud Join, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au premier lancement de la machine, on vous demandera si c'est
un ordinateur de bureau ou non. Et à chaque fois, on vous demandera, alors, si vous voulez, c'est pas obligatoire pour l'usage type Windows 10 perso, mettre un login. Ça peut être votre adresse mail de l'entreprise, ça peut être de l'Azure, de l'AD dans Azure, donc Azure Active Directory. Euh, tout ça, ça peut être mis en place directement. On peut rejoindre le domaine dès le premier démarrage. Et après, libre à vous de, donc comme je le disais tout à l'heure, déployer des packages, des applications, etc. à travers le cloud ou non, euh, pour ces scénarios-là. Donc là, c'est le, je vais essayer de récupérer ma souris, c'est cette partie-là. Donc pour ceux, par exemple, qui sont en forte mobilité. Après, pour l'administration, c'est votre MDM habituel, l'Azure Directory, SCCM, etc. Le scénario classique, rejoindre de domaine d'entreprise, ça existe toujours avec votre AD, vos GPO, SCCM, etc. Et le scénario ajout de ressources d'entreprise par utilisateur. Alors, ça, c'est un scénario intéressant pour des utilisateurs à qui on autoriserait le Bring Your Own Device. Il y a la possibilité sur un Windows 10 d'ajouter ils appellent un workplace. Donc, on va vous demander encore une fois votre identifiant d'entreprise, etc. Mais la session sera la session de l'utilisateur. Donc, il aura toujours son environnement. Et en supplément, on viendra lui ajouter vos ressources d'entreprise que vous lui aurez mis à disposition. Donc, ça permettra d'accéder à vos ressources Office, documentaires, vos outils, tout ce que vous lui mettrez à disposition, toujours dans un conteneur très sécurisé dont je vous parlais tout à l'heure, avec un système de clés qu'on peut révoquer, etc. Mais là, pour le coup, l'utilisateur sera vraiment dans son environnement et ne sera pas obligé d'ouvrir une autre session ou qu'on lui force à rejoindre son ordinateur personnel dans l'AD de l'entreprise, qui est souvent très mal vécu par les utilisateurs. Là, on peut vraiment ajouter un espace de travail professionnel à un ordinateur personnel. Toujours sécurisé. Après, vous pouvez mettre aussi mince, je me souviens plus du terme en français, mettre des exigences de conformité, pardon. Euh, Par exemple, je n'autorise que les utilisateurs qui ont les dernières mises à jour, un antivirus à jour, etc. à accéder à mes ressources d'entreprise. Le store, j'accélère un petit peu. Donc un nouveau store, la nouvelle interface, donc toujours verticale, etc. Le store agit comme une application moderne, donc en mode fenêtré, si on n'est pas en tablette mode. Également à votre disposition un portail web d'achat et de déploiement des apps en volume. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si des utilisateurs vous réclament une application qui est disponible sur le Windows Store et que vous voulez pas qu'ils aillent la chercher par eux-mêmes, ce qui est très compréhensible, votre entreprise a la possibilité soit de faire des achats en volume ou même pour des applications gratuites, de les télécharger en mode online ou offline, donc et de les déployer sur vos postes utilisateurs. Donc, c'est-à-dire, imaginons, vos utilisateurs réclament VLC du Windows Store. Donc vous allez sur le portail en volume, vous allez télécharger VLC. Possibilité soit online si vous voulez que vous poussez juste un tout petit paquet de déploiement et que les utilisateurs téléchargent le reste sur le Windows Store, ou alors complètement offline pour des machines qui sont complètement isolées du réseau ou pour économiser de la bande passante par exemple. Et l'application sera intégrée comme s'il l'avait téléchargé sur le store. Euh, Solution de gestion étendue SSM MDM, Intune par exemple, vous permet de créer un store d'entreprise. Donc vous allez avoir une application propre de store réservée à votre entreprise que vous pouvez brander, donc afficher votre logo, vos couleurs, etc. Mettre à disposition vos applications euh, pour les populations que vous voulez et ça apparaîtra vraiment comme une ergonomie de Windows Store, vraiment très disponible aux utilisateurs et qui pourront chercher vraiment les applications dont ils ont besoin quand ils ont besoin, plutôt que d'installer toutes les applications et que personne s'en serve. Là, vous pourrez voir qui a téléchargé quoi, si c'est soumis à licence, mettre des processus d'autorisation, d'approbation, etc. Et gérer votre
licence. Voilà pour le tour du store. Donc la MDM dans Windows 10, là, on n'a pas encore toutes les informations. Donc ça, c'est vraiment le dernier scénario. Il va de plus en plus apparaître dans toutes les entreprises. Vous êtes dans un cas où, où vous ne l'avez pas encore étudié, à mon avis, ça va pas tarder à arriver. Il y a une très forte demande qui vient des utilisateurs la plupart du temps d'utiliser des devices hautement mobiles, soit que vous leur mettez à disposition, soit que eux ont. Et donc Windows 10 s'inscrit parfaitement dans cette optique-là, avec toutes les briques prises en compte. Que ce soit avec du Windows Intune, du Azure Active Directory, du SCCM avec Intune, tous les scénarios sont envisageables. Que ce soit l'inscription du poste avec, comme je vous l'ai dit, au premier démarrage de la machine, par exemple, vous pouvez inscrire votre machine dans la D. La sécurité aussi également avec une partie pro, une partie perso, vraiment complètement segmentée, que vous pouvez auditer ou séparer vraiment définitivement. La gestion des applications, donc que ce soit à travers le Windows Store dont je viens de vous parler, le déploiement d'applis mobiles, vos propres applis à travers un Windows Store, à travers un store pour moderniser l'expérience utilisateur, par exemple. L'assistance à distance est remise à zéro, donc là notamment il y a eu quelques news récemment sur un OS que je ne citerai pas, sur l'effacement complet qui n'efface rien. Là également, on peut soit bannir une clé de chiffrement ou même effacement complet ou sélectif donc de l'appareil à distance. Là encore une fois, c'est à vous de voir si vous mettez en place un effacement complet de l'appareil avec ActiveSync ou sélectif. Donc on peut supprimer les carnets d'adresses, les applications, les données, les mails, etc. sur un périphérique mobile qui utilise les données de votre entreprise. Également aussi, option qui a évolué sur Windows 10, la réinitialisation de l'image, donc le reset de l'OS. C'est une fonctionnalité qui est souvent, enfin, parfois utilisée, qui vous permet en gros de formater un OS sans avoir besoin de médias amovibles ou autre. Ça remet Windows 10 comme s'il venait d'être formaté. Donc, sans avoir besoin de périphérique ou autre, ça a également nettement plus évolué dans Windows 10, notamment il n'y a pas de stockage d'une image quelconque ou d'un point de restauration dans l'OS qui prendrait de la place, etc. Non, là c'est plus du tout le même fonctionnement, ça économise de l'espace, c'est beaucoup plus rapide. Des inscriptions, donc ça c'est ce que je viens de vous parler.